La préparation du cambriolage, le cambriolage en lui-même, t'es fier d'être dans une banque sans armes et sans violence, à péter les coffres forts, t'es jeune, tu sais pas que tu fous ta vie en l'air, mais voilà, t'as cette adrénaline, cette fierté, ce truc de jeunesse. Et bien sur scène, c'est pareil. L'adrénaline que j'avais avant dans la cambriole et tout ça, je la retrouve sur scène, c'est ma vie, quoi. Tu deviens accro, quoi. Podcast Story réel. Je démarre dans la délinquance très jeune. Je suis originaire d'un quartier pauvre, c'est pas une excuse, mais voilà, on était très pauvres. 7 ans, 8 ans, je commence à voler à l'étalage pour manger d'abord, parce qu'on n'avait rien dans le frigo, pour ensuite s'habiller. Mon papa avait été en prison. La bande d'amis avec qui on était tous là avec le même caractère. On avait un peu la rage contre l'État. On voyait nos parents dans l'alcool et tout, sombrer dans l'alcool. Qui vendait l'alcool? L'État. Qui vendait les cigarettes? L'État. Et bêtement, on s'est mis à rentrer dans cette délinquance avec cette rage en se disant on va s'en sortir. Les plus grands nous avaient montré comment s'en sortir. Et puis moi, comme je voulais pas faire de victime, très vite, je décide qu'on s'attaque qu'aux banques, quoi, qu'à l'État. Et donc je me spécialise dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Bien entouré, j'ai une équipe de potes qui chacun sa spécialité. Il y a les voleurs de voitures, il y a les experts en ouverture de coffre-fort, il y a les guetteurs. C'est une équipe, quoi, et on monte au cambriolage. On neutralise les alarmes, on rentre dans les banques, on passe le week-end dans les banques à défoncer les coffres forts, au chalumeau découpeur, au burin, marteau, aux disqueuses avec disque à diamant. Tout marche bien jusqu'au dernier coup de trop. On décide de s'attaquer au siège social de la Société Générale à Caen dans le Calvados par les égouts. On creuse pendant 4 mois un tunnel dans les égouts. Alors pas facile, hein. On a des éboulements même à un moment. On a vraiment 4 mois de folie. Hein. On dirait même les égouts de l'enfer, quoi. C'est pas les égouts du paradis. Et on arrive au mur de la banque, on défonce les 20 premiers centimètres et tout. Et je me fais attraper. Sur 5, on se fait attraper qu'à 2. Les autres arrivent à se barrer, on les balance pas. Et nous, on arrive au commissariat. Et moi, je sais, je suis connu comme le loup blanc. J'ai déjà été en prison. Voilà, ils me veulent. Ça fait des années qu'ils me voulaient et tout. Je sais qu'il faut que je m'évade, quoi, parce que là, je pars pour une peine à 2 chiffres. Ils me transfèrent pendant un moment d'un commissariat à un autre. Et pendant le transfert, les policiers délirent sur moi. Ils commencent à me dire, ils me comparent à Spadjari. J'ai fait le 20h, la télé parle de moi, les mules de Spadjari. Et il y a un policier dans la voiture qui me dit, t'as plus qu'à faire comme Spadjari. Il a mis 4 mois pour s'évader. 5 minutes plus tard, j'étais évadé. Je pars en cavale. 1 an de cavale où je retrouve ma femme. J'ai des déclics, je comprends que j'ai foutu ma vie en l'air, je comprends que je suis en train d'empirer mon état, et passer 1 an avec ma femme, à découvrir d'autres personnes, sortir du quartier, faut que je me rende, faut que j'aille payer cette dette, et je décide de me rendre le 27 janvier 2000 en plein tribunal. C'est l'heure du jugement, c'est là que je me rends en plein tribunal. Le juge n'en revient pas, il pense me juger par défaut, et moi j'arrive, je me rends, je fais un coup d'éclat dans le tribunal parce que je rends même les menottes à la barre avec lesquelles je m'étais évadé, donc ils le prennent comme un affront aussi, et je suis condamné, pour la énième fois, un multirécidiviste, classé irrécupérable. Je le sais, je le mérite, et je prends 7 ans pour le tunnel, 1 an pour l'évasion, 10 mois de sursis de révoqué, 2 ans de sursis encore. Je monte à plus de 10 ans de prison, et j'arrive à la maison d'arrêt de Caen. Je passerai en tout 10 ans de prison, 10 années derrière les barreaux. Et ce qui m'a fait tenir, c'est déjà l'envie de m'en sortir, d'avoir juré à mes proches, ma femme et mes proches que je m'en sortirais. J'étais classé irrécupérable aux yeux de la justice, auprès du peuple, auprès de tout le monde, quoi. Mais moi, je me suis dit, je vais leur montrer qu'on peut encore s'en sortir. Et donc, du fond de cette cellule, je décide d'écrire ma vie en spectacle. Parce que dans les promenades, je racontais mes histoires, je voyais que ça marchait. Et j'ai le souvenir vraiment précis dans la promenade où le mot s'était fait, la promenade se remplissait de plus en plus. Tout le monde rigole, tout le monde vraiment, il me demande la suite. Et il y a un détenu en particulier qui vient vers moi et qui a cette phrase qui me sécurise, qui me dit, voilà, il y a plus de doute. Il vient vers moi et me dit, David, le jour où t'as le culot d'aller faire ça sur scène, tu vas tout déchirer. J'écrivais au mitard avec les rats. J'essayais de m'isoler dans les coins les plus pourris de la prison pour pouvoir être tranquille à écrire. Et j'écrivais beaucoup la nuit, tout ça, parce que la prison, c'est le bordel, hein, c'est l'enfer et tout. Donc j'écrivais. Et j'arrive à sortir au bout j'avais déjà fait 2 ans en petite peine, et là je fais 5 ans plein. 5 ans plein, je sors. Mais par la suite, je referai encore 2 ans et 1 an. C'est dans mon spectacle. J'explique pourquoi je retombe et tout ça. Je dis toujours que rentrer dans le banditisme, c'est facile, mais en sortir, c'est très très difficile. C'est un gros message que je passe à la jeunesse. Et donc je sors avec ce spectacle sous le bras, ma femme qui a tenu pendant 5 ans, je fais les scènes ouvertes et c'est très très dur. Les professionnels me disent, non David, t'es gentil, tu te rends compte de ce que tu veux raconter sur scène? Je dis, mais il y a du message derrière. Et ils me comprennent pas. On est plusieurs à passer, hein, on a 5 minutes chacun, et moi au bout de 2 minutes ils me coupent, et je vais les voir, alors que le public est dans l'histoire, ils sont à fond, ils disent, mais pourquoi vous l'avez coupé?
Dans le métier, on me prend pour un fou, on pense que je viens faire l'apologie du crime, l'apologie du banditisme, alors que pas du tout. Mais je continue, je persévère, je lâche rien, jusqu'à ce que je gagne un concours. Et là, je joue mon spectacle en entier et ces professionnels viennent voir mon spectacle et là se rendent compte. J'étais jamais monté sur scène, j'avais jamais pris de cours de comédien ni rien. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'est un métier. Au culot, à la persévérance, au travail, aux rencontres aussi, aux belles rencontres comme Stomy Bugsy, Dominique Coupe, enfin des personnes qui m'ont aiguillé tout le long de ce parcours. Le plus gros des regrets, c'est d'avoir rendu malheureux ma famille, ma femme, mes enfants, ma mère, mon père, ma famille, mes proches, quoi, mon frère, ma sœur. C'est irréparable. Et, par exemple, ma femme, des années de foutu en l'air, d'attente, de parloir. Il y a un gros message dans mon spectacle là-dessus. Je ne peux pas passer à côté. C'est énorme. C'est un combat même. C'est de dire, voilà, à tous ces jeunes, vous faites les cons, vous allez rendre malheureux vos proches. C'est triste. C'est l'un de mes profonds regrets. J'essaye de réparer aujourd'hui, de rendre aussi ma femme heureuse avec mes enfants. Mais ça, c'est un profond regret. Ensuite, bien sûr, le regret de ne pas avoir eu le déclic avant, parce que j'ai foutu des années de ma vie en l'air. Un mec qui fait, par exemple, qui fait du trafic de shit, il se rend pas compte, au niveau comptable, au niveau gestion, au niveau truc, mais c'est une tronche. Qui mette cette intelligence et ce culot et ce talent dans l'honnêteté, et ça va lui paraître super facile. Et il va monter les échelons, il va tout déchirer. Un braqueur qui monte au braquage avec les armes, qui met toute une logistique en place et tout le tralala. Mais pareil, et qui rentre dans l'honnêteté, il va se rendre compte que c'est roudoudou. Il va se dire, mais c'est là toute cette adrénaline qui va avoir dans ce monde honnête. Il y en a, hein. Dieu sait qu'il y en a. Et il peut, même s'il est fan des armes, et qui s'engage dans l'armée, qui monte les échelons en tant que militaire. Dans les quartiers, il y a de la force vive. Un vieux bagnard m'a dit un jour, quand tu comprendras qu'il est plus facile de faire 1 euro honnête que 2 euros malhonnête, t'auras tout compris. Ce vieux bagnard avait vraiment raison. On dit l'argent facile, l'argent malhonnête, c'est l'argent la plus difficile à faire. On est toujours sur le qui-vive, on est là en train de faire attention, par exemple, ceux qui sont dans le hashish, faire attention à pas se faire péter avec le hashish, par les flics, par la concurrence. Tu dors pas bien le matin, t'es là, tu crois que la porte va sauter, que t'es tout le temps en train de faire attention si t'es pas pisté. C'est un métier de malade mental. C'est que quand tu vas dans la vie honnête que tu te rends compte que l'argent facile, elle est dans la vie honnête. Mais là où on a été le plus malheureux, c'est quand on a embrassé cette vie malhonnête. Où on s'est tous retrouvés en prison, en cavale, il y en a même qui sont morts. Derrière cette délinquance et ce banditisme, au bout, il y a que la prison ou la mort. Je vais actuellement maintenant dans les prisons, je fais la tournée des prisons, je vais dans les quartiers, dans les collèges, dans les lycées et tout ça, voilà, pour en sauver au maximum. Et très très important pour moi, je voudrais finir là-dessus, on amène les victimes avec nous et je joue mon spectacle et après mon spectacle, il y a un débat. Pendant ce débat, les victimes montent sur scène et échangent avec les détenus ou avec les élèves, avec les trucs. Et entendre ce que les victimes ont à dire sur leurs séquelles. Une fois, il y a un détenu qui a dit à une victime, « Mais madame, nous, quand on s'attaquait à votre bien, on attend que vous soyez au travail ou en vacances pour s'attaquer à vos biens. » Et la victime lui a répondu, « Tu t'imagines même pas les séquelles qu'il y a. Quand on rentre du travail ou de vacances et qu'on voit notre maison cambriolée, on le vit comme un viol. On ne dort plus pareil dans une maison cambriolée. Au moindre bruit, on sursaute, il y en a qui développent des maladies, il y en a qui déménagent, on ne dort plus pareil. » Les séquelles des victimes qui échangent avec les gens, ça s'appelle la justice restaurative, ça fait du bien aux victimes et aux détenus, ça fait du bien à tout le monde. Et ça, c'est un grand retard qu'on a en France et vous allez en entendre de plus en plus parler, on va la développer de plus en plus. Nous, avec Stomy Bugsy, on l'apporte de plus en plus. Et ça, c'est un gros message. Vraiment, ça me tient vraiment à cœur. Je m'appelle David Desclos, je suis un ancien bandit. J'étais spécialisé dans la neutralisation des systèmes d'alarme. Avec mes amis, on cambriolait les banques la nuit sans armes, sans violence, parce qu'on était contre la violence. J'ai fait 10 ans de prison en tout. Je me suis évadé 2 fois. Et aujourd'hui, je suis humoriste. Je suis à l'affiche du Jamel Comedy Club, dans un spectacle qui s'appelle Écroué de rire, mis en scène par Stomy Bugsy. Podcast Story réel. On a tous une histoire à raconter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.